L'activité philosophique est l'affaire des hommes. Pourquoi? Parce que ces derniers sont tous porteurs de raison. Mais qu'est-ce qui fait la différence dans nos raisonnements? Descartes répond en affirmant quelques lignes à peine après la première déclaration: ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Il ne suffit donc pas d'être doué de bon sens. Le plus important, ce n'est pas d'avoir la raison, mais le plus important, c'est de savoir bien utiliser cette raison-là. Ce qui fait donc la différence dans nos raisonnements, dans nos choix, dans nos décisions et même dans nos actions, c'est la manière dont nous utilisons notre raison et non le fait que les uns soient doués de raison à la différence des autres. La philosophie étant l'affaire d'une raison, il va donc de soi que chacun, en tant que porteur de raison, puisse utiliser son bon sens et développer son propre discours, développer sa propre doctrine, développer sa propre pensée en réponse à toutes les interrogations formulées ici et là. Voilà donc pourquoi, quand on pose le débat autour de la notion de philosophie, on commence par préciser que la philosophie est une affaire individuelle et non une affaire collective. Ce n'est pas comme le football. Le football est un jeu, c'est un sport, mais quel type de sport? Un sport collectif. À la différence du football qui est un sport collectif, la philosophie est une réflexion personnelle. Chacun y va de sa propre raison en développant son propre discours. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de doctrines que de philosophes et par conséquent autant de réponses que de philosophes, autant de définitions que de philosophes. Voilà la première difficulté qui se pose à nous quand on s'efforce de définir la philosophie. L'autre difficulté, c'est le caractère historique, l'historicité de la philosophie. Quand on parle de l'historicité, vous avez en toile de fond la notion d'histoire. Or, vous savez très bien que l'histoire est souvent articulée au changement, à l'évolution. Si bien que dire de la philosophie qu'elle se caractérise par l'historicité, c'est une manière de dire qu'elle change d'une époque à une autre et d'un pays à un autre. Et c'est pour avoir compris cela que Hegel a pu dire, n'est-ce pas, que toute philosophie est fille de son temps. Toute philosophie est fille de son temps parce que selon lui, toute pensée philosophique est une réaction particulière à un certain nombre de préoccupations qui ne sont pas celles de l'humanité tout entière, mais qui sont celles d'une communauté, qui ne sont pas celles de tous les temps, mais qui sont et demeurent celles d'une époque bien déterminée. Et pour comprendre cela, je vous invite à réfléchir un peu sur les siècles que je vais citer, le 20e et le 21e. Les philosophes du 21e siècle que nous sommes, nous pensons différemment des philosophes du 20e siècle. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un siècle qui n'a pas connu les mêmes problèmes, ni les mêmes préoccupations, ni les mêmes interrogations que le siècle précédent, à savoir le 20e siècle. Car le 20e siècle a été ravagé par deux guerres mondiales, 1914-1918, 1939-1945, 14-18, 39-45, et par une guerre froide. Ces guerres ont fait des millions de victimes à travers le monde, si bien qu'en tant que philosophe du XXe siècle, on ne peut pas ne pas se sentir interpellé par la problématique de la guerre pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à comment sortir de cette situation pour poser les bases d'une paix durable à travers le monde. Et c'est dans cette logique-là que les penseurs de ce siècle ont pu mettre sur pied la SDN, Société des Nations, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et puisque la SDN n'a pas pu éviter une seconde guerre mondiale, ils se sont réunis autour d'une table et au lendemain de la seconde guerre mondiale, ils ont pu quand même mettre sur place, en lieu et place de la SDN, l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU. Donc, toutes ces choses-là sont une réaction, n'est-ce pas, à un certain nombre de préoccupations, mais qui tournent pour l'essentiel autour de la guerre. Est-ce le cas dans notre siècle? Non. Est-ce à dire que notre siècle ne connaît aucun problème? Non, ce n'est pas non plus le cas. Nous connaissons des problèmes, mais des problèmes qui sont différents de ceux des autres siècles. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons, mais nous pensons différemment. Nous parlons, mais nous parlons différemment. Nous parlons, mais nous parlons de choses différentes. Parce que nous vivons dans des contextes tout à fait différents. Le contenu que nous mettons dans nos pensées et dans nos discours est différent du contenu des autres. L'orientation que nous donnons à notre pensée est différente de celle des autres.
l'objectif que nous nous fixons à travers nos discours, nos pensées et nos actions, eh bien cet objectif-là est différent de ceux des autres. Pourquoi? Parce que nous ne vivons ni dans la même époque, ni dans le même environnement social. Prenez l'exemple de deux pays, le Sénégal et la Libye. Nous vivons dans la même époque, certes, mais nous n'avons pas les mêmes préoccupations, car nous n'évoluons pas dans le même milieu. Les Libyens ont leurs problèmes, nous autres Sénégalais avons les nôtres. Et en réaction à nos problèmes, nous pensons différemment des Libyens, pour la bonne et simple raison que nous avons des préoccupations qui sont différentes de celles des Libyens. Donc, au regard de toutes ces considérations, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend sans difficulté que la philosophie change d'une personne à l'autre, car elle est individuelle et non collective. Elle change d'une époque à une autre, car chaque époque a ses propres revendications. Elle change également d'un pays à un autre, d'un environnement social à un autre, car chaque environnement social pose ses propres problèmes. Et au regard de toutes ces choses-là que je viens d'évoquer, on peut comprendre qu'il y ait suffisamment de difficultés qui se posent à nous quand on s'efforce de définir la notion de philosophie. Mais est-ce que ces difficultés sont suffisantes pour que nous puissions renoncer à toute tentative de définition? Je répondrai simplement non. Non, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, la seule façon d'éviter les malentendus, c'est de s'entendre sur le sens des mots. Nous allons donc faire l'effort, malgré toutes les difficultés auxquelles nous faisons face, de définir la notion de philosophie, et c'est ce que vos profs ont fait dans les différents cours qu'ils ont pu faire à travers les différentes salles de classe. La première tentative de réponse est celle qui s'inspire de l'étymologie grecque du mot. Parce que vous savez très bien que la philosophie, le mot philosophie vient du grec philos, qui signifie amour, ou philein, qui signifie aimer, et sophia, qui renvoie à la sagesse. D'aucuns disent sophos, mais sophos renvoie au sage. Donc du grec philos et sophia, ou philein et sophos, la philosophie se veut d'emblée l'amour de la sagesse. Mais quand on vous parle de la philosophie définie comme l'amour de la sagesse, il faut nécessairement s'arrêter autour des deux notions, la notion d'amour et la notion de sagesse. C'est quoi l'amour? L'amour est d'abord perçu comme un sentiment, mais un sentiment qui révèle un manque, un vide, une insatisfaction. C'est un sentiment qui révèle un manque, un vide, une insatisfaction, et c'est d'ailleurs ce même sentiment qui permet de comprendre le rapport homme-femme sous le mode de la complémentarité. L'homme se tourne vers la femme parce qu'il lui manque quelque chose que seule la femme a. La femme se tourne vers l'homme parce qu'elle a besoin de quelque chose que seul l'homme a. D'où le rapport de complémentarité entre l'homme et la femme. Et sous ce rapport, on comprend parfaitement pourquoi les hommes aiment les femmes et pourquoi les femmes aiment les hommes. Dans la même logique, on a tous les problèmes du monde pour comprendre qu'un homme puisse tomber amoureux d'un autre homme, qu'une femme puisse tomber amoureuse d'une autre femme. Ça pose beaucoup de problèmes. Et c'est dans cette même perspective que ça va peut-être vous faire rire, que l'on peut se poser des questions, surtout par rapport à une chanson de Coumba Gawlo Seck. Meilleur Lingayar. Meilleur Lingayar, ça peut avoir un sens, comme ça peut ne pas avoir un sens. Ça peut avoir un sens si et seulement si. Ki koy woy, ki mi waxal, c'est un individu du sexe opposé. Un homme peut chanter cette chanson en s'adressant à une femme parce que wóor na ko ni li mu yor ak li mu yor bokkut. Une femme aussi, s'adressant à un homme, chanter ses belles paroles parce que wóor na ko ni li mu yor ak kooku li mu yor bokkut. Mais un homme qui s'adressant à un autre homme lui dit meilleur li nga yor, au nom de quoi? Lu muy yor ñoo bokk li ñu yor. Xëy na dina am quelques différences, mais voilà. Une femme, ce serait absurde qu'une femme puisse s'adressant à une autre femme lui dire meilleur li nga yor, lu muy yor. Donc, voyez bien que l'amour en tant que sentiment révèle d'abord et avant tout un vide, un manque, une insatisfaction. Et articulé à l'activité philosophique, on peut comprendre que l'amour dont il s'agit ici révèle également une certaine forme d'ignorance. Mais est-ce que l'ignorance à elle seule suffit pour que l'individu se mette à la quête du savoir? Non. Il faudrait que l'individu prenne également conscience de cette ignorance-là. Et c'est la raison pour laquelle, qui dit amour, dit d'une part manque, vide, insatisfaction ou ignorance,
Mais qui dit amour dit également conscience de cette insatisfaction, de ce vide, de ce manque ou de cette ignorance. Car l'amour à lui seul, l'ignorance à elle seule ne suffisent pas. Il faudrait que par-delà l'ignorance, que l'individu prenne conscience de cette ignorance-là pour qu'il puisse se mettre à la quête du savoir. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre Socrate quand il invite ses interlocuteurs à faire l'effort de se replier sur eux-mêmes afin de se connaître. Connais-toi toi-même, mnotiseuoton en grec. Connais-toi toi-même, c'est-à-dire prends conscience du peu de savoir qui est en toi. Mais connais-toi toi-même, c'est prends conscience de ton ignorance pour que tu puisses te mettre à la quête du savoir. C'est dans cette même perspective qu'on doit comprendre l'autre déclaration chère à Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Dans tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, il y a d'abord ce que l'on pourrait appeler un aveu d'ignorance. Socrate avoue effectivement son ignorance à travers cette belle formule, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais à travers l'aveu d'ignorance, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut au moins nous faire comprendre qu'il sait qu'il ne sait pas. D'où la différence qu'il faut établir d'emblée entre le philosophe perçu comme un ignorant et l'ignorant qui n'a aucune conscience de son ignorance. Et c'est dans cette logique que Platon nous dit dans le banquet, je cite, « Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est. » Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants, car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux, que n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pour vous. Au début de sa déclaration, il nous dit « Aucun des dieux ne philosophe et ne désire devenir savant, car il l'est. » Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Dans cette première moitié de la déclaration de Platon, on comprend que la philosophie n'est pas l'affaire des dieux, car les dieux sont omniscients, ils savent tout. Ils ont le savoir de la totalité, ils ont réponse à toutes les questions, ils ont la solution à tous les problèmes, et ne serait-ce que pour cela, ils n'ont aucune raison de faire de la philosophie. Mais Platon ne s'arrête pas là, il dit en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Pour dire que les savants, pour la plupart, n'ont pas non plus une seule bonne raison de faire de la philosophie. Mais ce qui est valable pour les dieux ne l'est pas forcément pour les savants. Parce que quand il dit en général, il reconnaît des cas d'exception de savants qui peuvent très bien se mettre à philosopher. Il n'a pas dit si l'on est savant, on ne philosophe pas. Il a dit en général. Il y a donc, à travers cette précision, des cas d'exception de savants qui ont toutes les bonnes raisons du monde pour faire de la philosophie. Et pour terminer, il dit les ignorants non plus ne philosophent pas et ne désirent pas devenir savants, car l'ignorance a précisément ceci de fâcheux, que n'ayant ni beauté, ni bonté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Pourquoi les ignorants ne philosophent-ils pas? C'est parce qu'ils nagent dans ce que l'on appelle un pseudo-savoir. Ils sont convaincus d'avoir le savoir de la totalité alors qu'ils ne savent absolument rien. Leur inconscience est telle qu'ils ne sont même pas conscients de leur ignorance. Ils pensent qu'ils ont réponse à toutes les questions alors que ce n'est pas le cas. Ils pensent qu'ils ont la solution à tous les problèmes alors que c'est loin d'être le cas. Donc les dieux ne philosophent pas parce qu'ils possèdent le savoir de la totalité. La plupart des savants ne philosophent pas parce qu'ils savent déjà. Les ignorants ne philosophent pas parce qu'ils sont convaincus d'avoir le savoir de la totalité alors que c'est loin d'être le cas. Mais la question qui se pose est celle de savoir si ni les dieux, ni les savants, ni les ignorants ne philosophent, alors qui philosophe? La réponse que nous donne Platon est la suivante. Seul celui qui sait qu'il ne sait pas est apte à faire de la philosophie. Le philosophe est donc un ignorant, mais un ignorant qui sait qu'il est un ignorant. Le philosophe est donc quelqu'un qui ne sait pas, mais qui est conscient de son ignorance. Alors, qui dit philosophie, dit forcément manque, mais qui dit philosophie, dit également la conscience que l'individu a de son manque. D'où les deux déclarations de Socrate. Connais-toi toi-même d'un côté, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien de l'autre. Mais c'est quoi la sagesse? En réponse à cette question, Descartes a pu déclarer dans sa lettre préface au principe de la philosophie, par sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de tout ce que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie
que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Par sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de tout ce que l'homme peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Pour mieux comprendre cette déclaration de Descartes, il faut associer la définition qu'il donne de la sagesse à celle qu'il donne de la philosophie, toujours dans le même ouvrage, quand il dit « Ainsi donc, toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont les différentes sciences particulières qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. » Nos décisions dépendent également de nous. Parce que quand on m'a appelé pour cette conférence, je pouvais dire non, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui, pas sous la contrainte, mais j'ai dit oui parce que j'ai voulu être là parmi vous. Donc c'est une décision qui dépendait effectivement de moi. Mais par-delà mes choix, mes décisions, il y a pas mal de choses qui arrivent dans ma vie et en dehors de ma vie qui n'ont absolument rien à voir avec ma volonté. La maladie, la santé, d'accord, la vieillesse, la jeunesse. La mort sont des choses qui ne dépendent pas de moi. Si bien que quand un événement qui ne dépend pas de moi se produit, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je suis censé me comporter si je veux être libre, si je veux être heureux? C'est accepter. Et c'est dans cette perspective que les stoïciens nous disent que la véritable liberté consiste dans l'assentiment à l'ordre providentiel de la nature. Il ne faudrait donc pas vouloir que les choses arrivent telles qu'on voudrait qu'elles arrivent, mais il faut les vouloir et les aimer telles qu'elles arrivent, parce que la manière dont les choses s'enchaînent ne dépend pas de nous, elle dépend plutôt de la volonté des dieux. C'est la seule manière pour les stoïciens d'accéder à l'ataraxie et par conséquent au bonheur. Pour les épicuriens, il y a 4 règles dont le respect permet au sujet d'accéder à l'ataraxie. Ne pas avoir peur des dieux. Pourquoi? Parce que selon Épicure, la peur trouble la quiétude. Quand on a peur, on n'a pas l'esprit tranquille. Quand on a peur, parce que même si nous faisons lampe, alors, quand on a peur, on a forcément l'esprit troublé. Or, quand on a l'esprit troublé, on ne peut pas quand même prétendre au bonheur. Il nous dit donc qu'il faut tout faire pour se libérer de la peur des dieux. Et pourquoi? Parce que, dit-il, les dieux ne s'occupent pas de nous. Ils vivent leur vie dans les intermondes ou les intervalles où ils ont leurs propres soucis, leurs propres préoccupations. Ils ne s'occupent pas de nous. Il ne faudrait pas que nous nous occupions d'eux. Deuxième règle, ne pas avoir peur de la mort. Parce que, dit-il dans sa fameuse lettre à Ménécée, la mort est un adversaire que l'on ne rencontre jamais sur le champ de bataille. Si nous sommes là, c'est bien la preuve qu'elle n'est pas là. C'est la preuve que la mort n'est pas là. Alors, si on est là, c'est la preuve qu'elle n'est pas là. Et dès qu'elle est là, on n'est plus là pour sentir qu'on est mort. Donc, pourquoi avoir peur de la mort? Puisque c'est un adversaire que l'on ne rencontre jamais sur le champ de bataille. On est là, c'est la preuve qu'elle n'est pas là. Dès qu'elle est là, on n'est plus là pour sentir qu'on est mort. L'autre règle, c'est ne pas avoir peur de la douleur physique. Parce que, dit-il, la douleur physique est dans bien des cas supportable. Et lorsqu'elle devient insupportable, elle provoque la mort. Et quand on meurt, on ne ressent plus aucune douleur. Dernière règle qui est sans doute la plus importante, distinguer les 3 types de plaisirs. Les plaisirs naturels et nécessaires, les plaisirs naturels et non nécessaires, et enfin les plaisirs non naturels et non nécessaires. Après avoir distingué soigneusement ces 3 types de plaisirs, il faut consacrer sa vie entière à la seule satisfaction des seuls plaisirs naturels et nécessaires. Et en faisant cela, ou en disant cela, qu'est-ce qu'il nous enseigne? La limitation de nos besoins. Vivre sa vie sur la base du strict minimum. Et c'est dans ce contexte qu'il dit, avec un peu de pain, un peu d'eau et un peu de paille, je peux rivaliser de bonheur avec Zeus. Pour dire simplement que Koukhebul sa noce, Ken Dakula noce, 10 000 noces day noce, 500 francs day noce. Alors, pour les cyniques, la philosophie est également une activité qui prépare au bonheur. Pourquoi et comment? D'abord, il faut comprendre que le cynisme ou l'école cynique a été fondée par Antisthène, mais la figure la plus marquante de cette école, c'est Diogène, surnommé le chien. Diogène
était quelqu'un de très bizarre, qui vivait sa vie dans la rue. Il traînait son tonneau dans la rue et partout où il allait. Et dès qu'il sent la fatigue, il se glissait tranquillement dans son tonneau où il passait ses nuits. Donc, Bërëng Bërigo, vous inquiétez de moi qu'on crée. Bërëng Bërigo dafa yàgg, c'est depuis Diozène. Diozène, lui, vivait dans son tonneau. Bërigo la yoroon di ko bërëng. Ba fu mu sonnee rek mu toog bu gëmmentoo mu dugg ci bërigo bi fanaan bu xëyee bërëng. Donc c'est comme cela qu'il vivait. Mais pourquoi a-t-il fait le choix de vivre de cette manière? C'est parce que les cyniques considéraient que la seule chose qui pouvait rendre l'homme heureux, c'est la liberté. Or, quand on s'implante quelque part, on perd une partie de sa liberté. La preuve, alors que la liberté voudrait quand même que fu la neex nga dëkk fa. Mais nan ngay dëkkee fu la neex te tabax sa kër fii? La meilleure façon de vivre partout, c'est de vivre comme Diozène le faisait, dans son tonneau. Bu ko neexee loger quartier bi 2 ou 3 jours après, mu changer de quartier, dem dëkk feneen, ainsi de suite. La meilleure façon pour eux donc de vivre heureux, c'est de vivre par-delà les règles établies par la société. Parce que vous savez très bien que les règles sociales, les lois établies par l'État, les conventions sociales de manière générale nous empêchent véritablement d'être libres. Être libre du point de vue des cyniques et par conséquent vivre heureux, c'est vivre en ne tenant compte ni des lois, ni des règles, ni des valeurs. Il faut vivre sa vie en ne tenant compte que de son propre plaisir. Et ceci se comprend très bien si l'on fait un retour à Nietzsche. Nietzsche qui nous dit dans Ainsi parlait Zarathustra, dans le paragraphe intitulé Des 3 métamorphoses de l'esprit, que de la naissance à l'âge adulte, l'esprit de l'être humain traverse 3 étapes. D'abord, l'esprit est à l'image du chameau. Il nous parle donc de l'esprit chameau. Le chameau, nous dit Nietzsche, est un animal docile. Et à ce titre, il se contente d'accepter sans jamais se rebeller. On peut mettre des centaines de kilos de bagages ou de marchandises sur son dos. Le chameau ne dit jamais non, il accepte. Parce que c'est un animal docile. C'est exactement la même chose que nous voyons chez nos enfants. Un enfant qui n'a pas encore développé ce que l'on appelle en philosophie l'esprit critique, qui n'est pas l'esprit de critique, eh bien c'est un enfant qui ne dit jamais non, qui accepte toujours. On lui raconte parfois des bêtises, il dit dëgg la. Papa lui raconte parfois des mensonges, il dit papa wax na dëgg. Grand-père, grand-mère lui raconte parfois des mensonges, il dit sama maam wax na dëgg, parce qu'il n'a pas un esprit suffisamment critique pour remettre en cause les propos de papa, grand-père, grand-mère ou maman. Son esprit est à l'image du chameau. Il absorbe, il accepte de manière docile, parce que comme nous dit Nietzsche, le chameau est un animal docile. Mais c'est aussi un animal du désert, si bien que après qu'on ait mis des centaines de kilos de bagages sur son dos, le chameau prend la destination du désert. Mais une fois dans le lointain désert, le chameau, nous dit Nietzsche, se métamorphose en lion. À la différence du chameau qui est un animal docile, le lion est un animal indomptable. Il dit toujours non. Et en disant non, le lion affirme et impose sa loi. Et c'est la raison pour laquelle il est considéré comme le roi de la savane. Pas le roi de la forêt, mais le roi de la savane. Parce que le lion est loin d'être un chameau. C'est un animal indomptable qui s'affirme et s'impose en dictant sa loi à tous les autres animaux. Mais le lion va également, à un certain moment, se transformer en enfant. Mais qu'est-ce qui particularise surtout l'enfance dont parle Nietzsche dans cette 3e catégorie? C'est que l'enfance, vue sous cet angle, est considérée comme un âge auquel, au lieu de souscrire aux valeurs déjà établies, au lieu de respecter les règles déjà établies, l'enfant se crée ses propres règles, il se crée ses propres valeurs, il vit sa vie en ne se souciant ni des règles, ni des valeurs, ni des lois établies par la société, mais il vit sa vie en fonction de son propre plaisir. Et c'est la raison pour laquelle le royaume de l'enfance a pour limite le plaisir et les désirs. Donc il faut à un certain moment vivre sa vie en ne tenant pas compte des autres, ni des autres valeurs, ni des règles, ni des lois, mais vivre sa vie en fonction de ses propres règles, c'est-à-dire créer ses propres règles, créer ses propres valeurs, se fonder sur ses valeurs et règles et vivre sa vie, nous dit Nietzsche.
Mais tout cela nous renseigne un peu sur la particularité de l'activité philosophique, tantôt définie comme amour, tantôt définie comme quête perpétuelle du savoir, tantôt présentée comme questionnement, tantôt définie comme un modus vivendi. Mais à l'entente de mon propos, j'avais évoqué Martin Heidegger. Qui sommes-nous? Et en réponse à cette grande interrogation, il avait dit la plupart du temps nous sommes on, pour dire que le philosophe n'est pas tombé du ciel. Il est né dans une société, il a grandi au niveau de cette société. Et tout au long de sa vie, on lui a inculqué des savoirs, des savoir-faire et des valeurs auxquelles il a sans doute adhéré sans se poser la moindre question. Toute sa vie durant, le philosophe a adhéré à des valeurs sans les remettre en cause. Toute sa vie durant, il a adhéré à des vérités, à des discours, à des croyances, sans jamais les remettre en cause. Mais dès que nous commençons à penser conformément à la philosophie, pour parler comme Bertrand Russell, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Opérer une rupture par rapport au on. Et c'est la raison pour laquelle Martin Heidegger nous dit que la philosophie naît de la rupture avec le on. Dès que nous commençons à faire de la philosophie, on opère une rupture, tant dans la manière de penser que dans la manière d'agir. Même dans notre manière de parler, on opère une rupture parce qu'on prend conscience qu'on n'est plus n'importe qui. À la différence de l'homme du sens commun, on comprend que nous avons désormais un esprit critique. Un esprit critique qui nous pousse à critiquer. Un esprit critique qui nous pousse à douter. Un esprit critique qui nous pousse à formuler des questions, mais un esprit critique qui nous oriente surtout vers le savoir, ce qui est la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Si bien que philosopher, c'est critiquer, mais toute critique n'est pas forcément philosophique. Philosopher, c'est douter, mais tout doute n'est pas forcément philosophique. Philosopher, c'est questionner, mais tout questionnement n'est pas non plus philosophique. Et pour comprendre cela, il faut distinguer l'esprit critique et l'esprit de critique. Quelqu'un qui a l'esprit de critique, il critique pour le seul plaisir de critiquer. Il critique souvent sans jamais rien comprendre. Il critique pour simplement démolir. Il critique pour simplement détruire sans jamais rien proposer en retour. On parle alors de nihilisme et du nihiliste. Le philosophe n'est pas un nihiliste, car il critique certes pour démolir, il critique pour détruire, mais pour ensuite reconstruire. D'où les deux dimensions que l'on retrouve dans l'activité philosophique définie comme une activité critique. La déconstruction suivie de la reconstruction. Il faut détruire d'abord, puis reconstruire. Et on retrouve ces deux dimensions dans différents discours, mais je vais vous parler d'abord d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant qui dit dans sa logique qu'en philosophie, chaque penseur bâtit son œuvre pour ainsi dire sur les ruines d'une autre. Mais jamais aucune n'est parvenue à devenir inébranlable en toutes ses parties. Pour dire simplement que le destin de toute philosophie, c'est de critiquer. Critiquer les philosophies qu'elle a trouvées sur place. Essayer de les démolir pour ensuite bâtir sa propre doctrine. Mais si le destin de toute philosophie est de critiquer, c'est aussi d'être critiqué. Il faudrait donc que chaque philosophie s'attende à être critiquée par d'autres philosophies. Que chaque philosophe critique les philosophes qu'il a trouvés sur place, qui l'ont précédé, mais qu'il s'attende également à être critiqués par des philosophes qui vont venir après lui. On peut également citer Edmund Husserl, qui dit que quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même et au-dedans de soi, tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et tenter de les reconstruire. Quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie, et moi je dis au moins une fois dans sa vie. Car cet homme-là pourrait même passer toute sa vie à se replier sur soi-même. Parce que cette expérience-là est une expérience constamment renouvelée et en fonction des situations dans lesquelles on est engagé dans la vie au quotidien. Donc, quiconque veut vraiment devenir philosophe devra une fois dans sa vie, moi je dis au moins une fois dans sa vie, se replier sur soi-même et au-dedans de soi tenter de renverser. Mais renverser quoi? Toutes les connaissances déjà établies, tous les savoirs déjà établis, tous les systèmes déjà établis, toutes les vérités déjà proposées par ceux qui nous ont précédés. Mais est-ce qu'on doit simplement détruire? Non. Après la déconstruction,
Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut rebâtir. Rebâtir sur de nouvelles bases, reconstruire sur de nouvelles bases, reconstruire pour proposer de nouvelles vérités que l'on va substituer à celles que nous avons trouvées sur place et que nous avons essayé de démolir. Et pour terminer, Marcien Toa. Marcien Toa qui nous dit que déterrer une philosophie, ce n'est pas encore philosopher. Et il a parfaitement raison. Parce que déterrer une philosophie, c'est quoi? C'est faire le rappel d'une philosophie. Déterrer une philosophie, c'est faire une étude qui n'est pas suffisamment critique d'une philosophie. Exemple, quand je cite Platon, et en expliquant Platon, je l'explique comme s'il s'agissait quand même du Coran, là je ne fais pas de la philosophie. Si j'essaie simplement, dans l'étude que je fais de Platon ou de la doctrine de Platon, de mémoriser les discours, les déclarations de Platon, rien qu'en les mémorisant, je ne fais pas de la philosophie, je ne fais que déterrer une philosophie, je ne fais que rappeler quelques déclarations d'un philosophe grec de l'Antiquité, en l'occurrence Platon. L'Occident, nous dit-il, peut se vanter d'une brillante tradition philosophique. Mais l'occidental qui a reconnu l'existence de cette philosophie et qui en a même saisi le contenu n'a pas encore philosophé. Et il a raison. L'Occident peut se vanter d'une brillante tradition philosophique parce que dans la partie origine de la philosophie, on a posé souvent le débat sur l'origine historique de la philosophie. D'aucuns disent que la philosophie est née dans la Grèce antique, plus exactement dans la cité grecque de Milet, sous l'impulsion de ceux qu'il convient d'appeler les présocratiques ou les antéplatoniciens, dont Thalès, Anaximène, Anaximandre, Pythagore. Mais d'autres comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, Tchamalengan Toumba, d'accord, Paul Masson-Oursel, Amélino, soutiennent le contraire. C'est-à-dire que pour ces penseurs-là, la philosophie n'est pas née dans la Grèce antique, mais plutôt dans l'Égypte du temps des pharaons. L'Égypte avait inauguré, dès les premières dynasties égyptiennes, et probablement auparavant, un système de cosmogonie que les premiers penseurs grecs, Ioniens ou Éléas, ont reproduit dans ses lignes essentielles, a dit Amélino. Pour dire simplement qu'à la différence de ceux qui optent pour la Grèce antique, il y a eu pas mal d'autres penseurs qui militent en faveur de l'Égypte du temps des pharaons. Maintenant, puisqu'il y a un débat, chacun prend position de manière objective et sur la base d'un certain nombre d'arguments que l'on pourrait effectivement véhiculer ici et là. Mais ce qu'il faudrait surtout savoir, c'est que les Occidentaux ont de bonnes raisons quand même de se bomber le torse en affirmant simplement que la philosophie est née en Occident, que les premiers grands penseurs, que les premiers grands philosophes sont des Occidentaux. Ils ont ce droit-là. Tout comme nous autres Africains avons le droit de militer en faveur de l'origine égyptienne de la philosophie. Mais l'occidental qui a reconnu l'existence de cette philosophie et qui en a même saisi le contenu n'a pas encore commencé à philosopher. Le fait de dire oui, la philosophie est née chez nous, les premiers philosophes sont de chez nous, les premiers penseurs, les premiers philosophes ont dit telle ou telle chose, le seul fait de répéter cela comme un perroquet ne fait pas d'un individu un philosophe. Mais quand est-ce qu'on commence à devenir un philosophe? Toa nous dit, la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Pour un philosophe, aucune donnée, aucune idée si vénérable soit-elle n'est recevable avant d'être passée au crible de la pensée critique. Et pour terminer, il dit en fait la philosophie est essentiellement sacrilège. La philosophie est essentiellement sacrilège pour dire autrement que rien ne saurait se soustraire aux critiques philosophiques. Même le sacré doit être soumis à la critique philosophique. Car, comme nous le dit Nietzsche, les critiques sont les outils du philosophe. Celui-ci se sert des critiques pour analyser, apprécier les choses à leur juste valeur, afin de s'imprégner de toute leur réalité. Pour mesurer le degré de pertinence et de recevabilité d'une donnée, il faudrait que cette donnée-là soit soumise à la pensée critique. Et c'est dans cette perspective qu'il faut comprendre Marcien Toa quand il dit c'est pourquoi tous les grands penseurs commencent par invalider ce qui était considéré jusqu'à eux comme absolu. Et invalider, parce que souvent on voit des jeunes filles, surtout à l'occasion de leur fête d'anniversaire, ils s'en détachent ci ginnaaw photo correct, mais anniversaire validé, bam. Donc on validé, on invalidé. C'est pourquoi donc, nous dit Toa, tous les grands penseurs commencent par invalider ce qui était considéré jusqu'à eux comme absolu. C'est-à-dire que ces grands penseurs commencent par
balayer d'un revers de main tout ce qui a déjà été établi avant eux pour ensuite bâtir sur de nouvelles bases leur propre théorie. Alors, qui dit philosophie dit forcément questionnement. Mais qui dit philosophie dit forcément critique, comme je l'ai noté tout à l'heure. Mais toute critique n'est pas forcément philosophique. Des critiques formulées par l'homme du sens commun, qui n'ont ni tête ni queue, n'ont pas un aspect ou un caractère philosophique. Des critiques formulées par les nihilistes et dont l'objectif n'est rien d'autre que la destruction et non la reconstruction, ces critiques-là n'ont absolument rien de philosophique. Qui dit philosophie dit également doute. Cependant, il y a une différence entre le doute du philosophe qui va dans le sens de la construction ou la reconstruction et le doute du sceptique. Parce que le sceptique doute pour douter, car le sceptique est quelqu'un qui est convaincu que la raison humaine ne peut en aucun cas parvenir à la connaissance. La théorie des sceptiques peut se résumer dans des termes assez simplistes. Soit la vérité n'existe pas du tout,